Hola hola YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite capsule qui me tient très fort à cœur, le sentiment d'inexistence et de rejet. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté depuis mon adolescence et en fait aujourd'hui j'ai envie de parler de vraiment l'importance de comprendre comment elle s'installe petit à petit dans la vie et aussi en tant qu'adulte et aussi comment s'en sortir tout simplement. J'ai encore des poils de chien sur mon micro, bref. Moi, j'ai vraiment eu ce truc-là déjà de ne pas déjà me sentir appartenir à ma famille. C'est très bizarre de dire ça, mais tu te dis, mais pourquoi en fait tu trouves aucun point commun avec ta famille? En fait, tout simplement, eux ils étaient beaucoup dans les conflits, la colère, les rancœurs. Pour moi, ça n'existe pas dans mon monde. Ça n'existe pas dans mon petit cœur. Genre, t'es de ma famille, donc c'est normal qu'il y ait un désaccord. Enfin voilà, c'était vraiment des choses comme ça, je saurais pas dire pourquoi, qui faisaient que déjà tu te sens pas dans ton groupe de base, enfin vous voyez même dans les instincts primaires de l'homme, s'ils sont pas acceptés dans un groupe, une base, c'est déjà assez compliqué. Et ensuite, forcément, mon père a été assez absent la semaine parce qu'il était en déplacement professionnel. Ma maman forcément devait gérer des choses, tout ça. Et donc vient aussi le sentiment d'être transparent et d'avoir toujours l'impression que tes parents déjà, enfin mon père, déjà pas de présence émotionnelle ni physique et maman toujours beaucoup de choses à faire. Et c'est là où déjà s'installent les sentiments d'inexistence, de rejet, parce que en fait, t'as l'impression que tu sois là ou non, la vie tourne toujours, ton père il ira toujours se barrer au travail, ta maman elle fera toujours tout ce qu'elle a à faire, etc. Moi je sais que très souvent j'avais l'envie de fuguer, et parce que je me disais que de toute façon que je sois là ou non, c'est pareil. Et je sais que c'est des sentiments qu'on peut tous beaucoup retrouver. Et aujourd'hui, j'ai vraiment mon mental là qui se met à douter de tout ce que je dis, etc. Parce que je sais que c'est lourd. Mais voilà, moi j'ai aussi ce truc en amitié où ça a été très compliqué, je pense que j'en ferai une autre capsule. Mais c'était déjà en amitié, en amour, tout. Enfin, en fait, t'as toujours l'impression que de toute façon on te rejette parce que je me sentais pas forcément très importante pour mes amis. Je me suis jamais sentie importante pour mes copains à l'époque. Et en fait, c'est vraiment des idées comme ça, et du coup qui viennent, des émotions noires. Et en fait, tu te dis, mais en fait, que je sois là ou non, c'est pareil. Et c'est aussi un comportement... Le comportement de victime en fait qui se met en place dans le triangle de Cartman, et on pense souvent que la victime c'est quelqu'un qui va pleurer, qui va chouiner, qui va tout le temps dire oh là là, nan, mais très souvent la victime en fait c'est juste quelqu'un qui choisit toujours inconsciemment des situations et elle va souffrir et elle va pas forcément en parler, mais elle va toujours en fait être victime de même sa propre existence, en fait j'ai envie de dire, de ses propres actions, de tout en fait. Et c'est vraiment ce schéma-là où tu rentres et où tu dis que t'as envie de partir, comme ça c'est là où les gens te regretteront, pleureront ta présence, nanana. Et en fait limite, des fois t'as envie de faire ces gestes-là juste pour dire que t'as de l'importance. Vous savez dans les films, quand il y a la fille qui est dans le coma et puis il y a son ex qui vient pleurer sur le lit, etc. Et on se fait toujours des scénarios comme ça. Et en fait, en tant qu'ado, j'ai envie de dire, on passe peut-être par là. Mais en fait, quand tu es adulte, ça te suit. Et c'est vraiment important de comprendre comment ça te suit. Moi déjà, comment j'en suis un peu sortie adolescente. Déjà, en fait, j'avais que ma sœur, en fait, à qui j'avais parlé forcément de ces émotions noires, de ces choses-là, parce que forcément j'ai eu des actes. J'ai eu beaucoup d'hospitalisation aussi en unité psychiatrique. Mais après, ça c'était vraiment parce que je faisais des giga-crises d'angoisse qui étaient beaucoup plus liées en fait à la dynamique familiale que je ressentais et que j'exprimais que par le corps. Du coup il y avait vraiment des choses bizarres, donc voilà. Mais en fait j'avais dit à ma soeur que franchement ça allait pas, j'ai eu des émotions noires, j'ai déjà eu même quelques actes, etc. Et forcément les proches ils vont dire mais pourquoi tu fais ça, moi je suis là, c'est hyper égoïste. Enfin elle m'a pas dit c'est hyper égoïste, mais je sais qu'elle me l'avait dit un temps après, que pour elle, les personnes justement qui partent, ce sont des personnes égoïstes parce qu'elles pensent pas à ceux qui sont là. Et même quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit mais moi je suis là, etc. Pourquoi, tu veux partir, je suis là. Et en fait, c'est une réaction totalement normale, vous voyez. Mais c'est juste que du coup, de un, déjà c'est un peu culpabilisant pour nous. Et de deux, pour les personnes en tout cas qui sont dans mon cas, si tu te reconnais ou si tu es de l'autre côté. Et de deux, il y a vraiment ce truc de du coup t'as encore moins envie d'en parler parce que voilà, tu te fais moins comprendre. Et en fait j'ai vraiment compris, en fait ça m'a travaillé au final à quoi je m'attache, à tu es là ou tu n'es pas là, enfin bref.
Et en fait j'ai commencé à être secouriste bénévole, à passer mon BAFA, à être dans un groupe de musique, etc. Et c'est là où quand j'avais à nouveau ces émotions noires, je me disais mais tiens, si j'avais pas été là, on n'aurait pas pu faire cette répète à la musique, j'aurais pas pu faire ce poste de secours, etc. Et en fait c'est plein de petites choses comme ça au final qui te raccrochent à la vie, qui raccrochent à ton existence. Et aujourd'hui, si tu es le proche d'une de ces personnes-là, sache que je sais que c'est dur, mais en fait c'est simplement quelqu'un qui cherche un sens à sa vie, qui cherche en fait pourquoi elle est là, parce que émotionnellement, dans la dynamique et en plus avec le système scolaire, etc., on a juste l'impression d'être victime, hein. Enfin moi personnellement j'ai l'impression, en gros c'est tais-toi, fais tes devoirs, etc. Donc on valorise pas forcément qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc forcément, et en fait il y a tout qui fait que en fait t'as l'impression que quoi que tu fasses, quoi que tu fais, en fait il y a personne qui t'apporte l'attention que tu veux, ni ce que tu veux, etc. Et c'est en faisant les choses toi-même que là, il y a vraiment l'idée qu'il y a un espace, un portail qui s'ouvre où c'est ma voix et je trouve un sens à mon existence. Et donc c'est vrai que moi ça m'a toujours suivi, d'avoir toujours des galères, toujours des très grosses souffrances, toujours les mêmes choses dans les relations, etc. Et en fait, j'ai rencontré récemment mon ado intérieur en pleine méditation. En fait, qui a toujours connu ça, parce que moi j'étais encore dans ces galères, enfin je vous ai déjà parlé, enfin vous voyez bien mon décor, tout ça. Là où je vis, c'est, en fait, vous voyez la loi de l'ascension, enfin, comment dire ça, c'est mon ancienne ascension, c'est ce que je croyais mériter, la famine, la misère, etc. Parce que comment je voulais l'attention avant, c'était en allant mal. Et je me disais que c'était en allant mal que justement j'allais trouver l'amour, l'attention, que tout le monde allait faire « Oh Gladys, viens, nan, etc. » Comme on le voit toujours dans les films, même j'ai envie de vous dire, mais ce n'est pas la réalité. En vrai, les gens justement, ils en ont marre et ils peuvent pas te sauver déjà de 1, et en plus ils sont épuisés d'essayer de te sauver, certains, et ils comprennent que de toute façon les victimes sont responsables d'elles-mêmes. Ça c'est une phrase très importante à comprendre, les victimes sont responsables d'elles-mêmes. Ce sont elles qui choisissent toujours inconsciemment des situations qui les font souffrir, comme j'ai pu l'expliquer au début. Et donc j'ai toujours choisi les extrêmes, la famine, etc. Et je vous jure que même quand j'avais super faim à un moment, j'ai eu vraiment, quand je l'ai contacté à mon intérieur, je sais que c'était l'autosabotage qui disait que de toute façon tout ce que je méritais c'était de mourir, etc., de faim, tout ça. Mais pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a toujours existé en moi. Et je sais que c'est hyper lourd, c'est hyper vite ce que je dis, mais justement je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez de toutes ces envies, toutes ces choses-là. Mais c'est important de comprendre en fait que c'est des choses qu'on a mis en place il y a longtemps. C'était il y a 7-8 ans, tout ce que je me disais, tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'était plus ma réalité, ce n'était plus ce que je voulais vivre. Mais inconsciemment, c'est toujours là parce que j'ai toujours continué à faire inconsciemment ces choix-là pour cet ado-là qui cherchait l'attention comme ça. Et d'ailleurs, je me suis embarquée dans une relation avec quelqu'un, justement dans une formation d'hypnose, qui justement savait écouter les gens et nanana, et qui était la parfaite personne pour écouter ma position de victime, tout ce que je vivais, etc. Même si à l'époque, quand même, j'en suis toujours sortie, j'ai toujours fait du mon mieux en fait. Mais c'est là où justement, pour moi, il y avait une immense dissonance entre je me donne à fond pour m'en sortir, je fais tout ce que je peux pour mettre en place la vie de rêve, la vie que je veux, ma vie rêvée, et d'un autre côté, il y a tout qui est tout le temps détruit, il n'y a rien qui marche, et c'est là où de toute façon, quand il y a l'opposé et l'inverse qui se confrontent constamment, qu'il y a un besoin justement de trouver le milieu. Et, ou alors, moi en tout cas, ça a été de trouver qu'est-ce qui fait que, en fait, ça ne marche pas ce que je veux, c'est parce que j'ai toujours ce truc de je ne mérite pas tout ça, je ne mérite pas d'exister. C'est vraiment la croyance que j'ai partagée en coaching avec ma coach. Je lui ai dit, en fait, moi, je sais que j'ai découvert la croyance de je ne mérite pas d'exister. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a fait un gros déclic, c'est mais en fait, qu'est-ce qui te dit que là, maintenant, là, tout de suite, dans ta réalité, qu'est-ce qui te prouve que tu n'as pas le droit d'exister? Putain, j'ai encore chialé. Parce que ça date d'il y a même pas 2 mois. Enfin, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça date d'il y a même pas 2 mois. Qu'est-ce qui te prouve, là, que t'as pas le droit d'exister? Mais en fait, la nature, elle est parfaite. Pourquoi, en fait, quelqu'un mériterait d'exister et pas quelqu'un d'autre, en fait? C'est vraiment moi. Je suis là parce que, justement,
j'ai quelque chose. Et en fait, c'est vraiment se rattacher à des faits concrets de cette idée-là, de ces choses-là que je me disais quand j'étais adolescente, mais parce que j'avais pas l'entourage qui me faisait sentir importante ou comme je le voulais en fait. Même si j'ai eu des super amis, j'ai vraiment eu énormément de choses après, mais il y avait quand même la base qui est souvent les parents, et même s'ils t'aiment, même s'ils ont des comportements, des choses qui font qu'ils ne répondent pas à tes besoins profonds certaines fois. Et du coup c'est là où tu as ce sentiment-là, mais après quand t'es plus âgé, tu es plus adulte, qu'est-ce qui fait que là t'as pas le droit d'exister, t'as pas le droit d'être là? Oh bref, j'espère que ça vous parlera. Et en fait pour moi vraiment sortir justement de sa blessure d'inexistence et de rejet, déjà en fait c'est commencer sa réalisation personnelle. Souvent ça vient dans le professionnel je trouve parce qu'on a besoin justement d'être au service à l'autre. Le professionnel c'est je rends service à quelque chose, à quelqu'un. Et donc c'est là où on va se demander à quoi je veux œuvrer pour le plus grand, quel est le plus important. Et donc c'est là où on va profondément avoir besoin de sens, en tout cas dans le professionnel, je trouve. Dans les relations, moi je trouve que c'est un peu plus secondaire, ça va aussi se chercher, mais en fait tu sais que dans une relation, enfin sauf si t'es encore dans tes mécanismes un peu de sauveur, t'as pas besoin justement de rendre service à l'autre en fait. Et du coup ça va beaucoup plus être sur une dynamique émotionnelle, mais en fait l'émotionnel il compte tellement pas, tellement juste t'as besoin de trouver un sens à pourquoi tu es là et pourquoi t'as besoin d'exister en fait. Et moi en tout cas, c'est ce qui a fait que j'ai mis énormément de pression sur le professionnel, tu t'arraches au travail, Ça moi, avoir été aide-soignante, ça m'a vachement donné un sens. Et je me suis tellement donnée là-dedans parce que en fait c'est le seul truc qui fait que t'as l'impression d'exister et de compter pour les autres, c'est de rendre service. Et c'est là où très souvent il y a des gens qui font des burn-out. Moi je trouve que c'est vraiment une situation tellement courante. Pour tellement de, j'ai envie de dire, enfin vraiment je prends le cliché, une femme monoparentale, sans mari, etc., avec des enfants, qui est soignant, qui passe sa vie à aider les autres, etc., qui a un cœur immense comme ça, et qui a un peu de poids, qui a du mal à prendre soin d'elle, etc. Et justement, enfin, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je trouve que c'est vraiment un cliché aujourd'hui. Je trouve on est tellement, et j'en ai tellement rencontré des femmes dans ce cas-là, surtout les femmes, il y a vraiment un besoin d'existence pour les autres, pour la famille. Je trouve que c'est un peu plus marqué chez les femmes que les hommes, alors même si bien évidemment ça existe aussi chez les hommes, mais il y a vraiment cette idée-là de, au final, je me donne à l'autre, et c'est tout le temps, en fait, ce sont des femmes justement qui ont besoin, parce que c'est aussi du transgénérationnel, hein, de je donne un sens à mon existence en étant dans ma famille, dans mon travail, etc. Et en fait c'est super dur de lâcher ça, parce que si je lâche, quelle est mon existence, quelle est ma vie, à quoi je sers? Ce sont des questions que l'ego déteste, parce que l'ego justement, il a besoin d'identité, de se rattacher à des identités. Ah là là, moi, mon identité, pendant très longtemps, ça a été je suis la fille triste, je suis la fille qui ne va pas bien. Et forcément, quand t'essayes d'aller mieux, t'essayes de t'en sortir, il y a ton ego qui est là, eh oh, je te rappelle que t'es la fille qui est triste et qui va jamais bien, alors pourquoi tu veux faire exactement l'inverse? Donc voilà, et c'est là où il y a forcément beaucoup de choses qu'on lâche et qu'on lâche et qu'on lâche, hein, dans le parcours de guérison. Vous savez, si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment dans cette dynamique, en tout cas d'avoir envie de vous en sortir de là. Je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire, je sais plus où j'en étais, mais je pense que je voulais dire que justement il y a vraiment ce besoin de réalisation personnelle quand on a l'impression de ne pas exister, et c'est là où pour moi, être à mon compte, faire mes propres services, partager mes expériences, ma lumière, c'est là où j'ai l'impression que je manque et que justement j'ai ma stabilité. Parce que pour moi, ma stabilité, c'est pas les finances, c'est pas un copain, c'est pas un ami, c'est pas ma famille. Surtout que j'ai pu l'expérimenter et je sais que ce n'est pas ça pour l'instant, ma stabilité, mon ancrage. C'est moi, ma lumière, mes projets. Et je sais que j'ai aussi ce truc d'hyper indépendance, hein, on va pas se mentir, c'est pas en mode j'ai de la science infuse et je vous donne les meilleurs conseils du monde, c'est plus que j'ai besoin de me construire comme ça, surtout que j'ai lu un
un livre il y a pas longtemps sur le syndrome de l'imposteur et justement déjà t'as un petit test pour évaluer à combien t'as le syndrome de l'imposteur et en deux le type de syndrome d'imposteur que tu as. Et moi j'ai le syndrome de l'imposteur du dur à cuire, c'est-à-dire que si je ne fais pas 100% les choses par moi-même, j'ai l'impression que je ne les mérite pas. Par exemple si je me mets en collaboration avec quelqu'un pour un projet ou quoi, et bah je ne mérite absolument pas la réussite à ce projet là parce que je l'ai fait avec quelqu'un d'autre. Tout comme en fait j'ai passé énormément de diplômes dans ma vie, ou par exemple mon permis, mon BAFA, etc. Mais vu que les parents m'ont aidé financièrement, et bah pour moi ça ne vaut rien, parce que ça ne vaut rien personnellement, enfin à ma réussite ou à mon estime personnelle, parce que c'est grâce aux parents que j'ai réussi, c'est pas grâce à moi. Et je sais que j'ai beaucoup cette croyance là, donc ça accentue encore plus mon truc d'hyper indépendance, de je dois tout faire je dois tout faire moi-même. Et je dois tout faire par moi-même, je dois exister que par moi-même, et il y a forcément un besoin d'équilibre aussi, bien évidemment. Mais je pense que pour démarrer les charrettes, les bœufs, etc., j'avais besoin de tout faire toute seule et d'expérimenter aussi, parce que c'est souvent en demandant de l'aide qu'on se sort de ces situations-là. Mais bref, pour en revenir à mes bœufs et à ma charrette, c'est vraiment justement la réalisation personnelle, et qu'importe si tu l'as fait avec quelqu'un d'autre, tout seul, moi en tout cas ma clé savoir, ça a été de vraiment tout faire toute seule. Et je dis pas qu'aujourd'hui j'en suis complètement sortie de cette blessure, je sais que j'ai eu besoin d'affirmer plusieurs fois, je dis oui à la vie, je dis oui à mon existence, parce que j'en étais même rendue à un point où en fait je ne sortais plus de chez moi. En fait tu te connectes plus au mouvement de la vie, tu te connectes plus à rien, et même l'argent n'entre plus dans ta vie, parce que l'argent en fait il est là pour t'apporter de quoi vivre en fait. Même les blocages à l'argent, des fois ça vient de cette blessure là, je trouve, très souvent. Et c'est tout ça, et en fait je suis allée au cinéma, je me suis fait un truc, et en fait ça m'a raccroché au mouvement de la vie, etc. Et je me suis dit waouh, j'avais pas ressenti la vie, l'existence depuis plusieurs mois où j'étais vraiment isolée ici quoi. Et c'est vraiment des petits pas par des petits pas, des méditations, des hypnoses qui moi m'ont permis de sortir de ce genre de sentiments, émotions. Et en fait maintenant j'ai vraiment envie d'avoir le meilleur pour moi. Et avant justement j'étais en mode de je dois avoir le meilleur parce que je veux prouver que ma vie nan nan. Maintenant c'est juste je veux trouver la paix, je veux trouver des choses dans lesquelles je me sens bien, mais pas forcément immensément, parce que je sais que tout ne peut pas toujours aller immensément bien et avoir la situation de rêve, etc. Mais je peux trouver la situation qui est la meilleure pour moi et qui va perdurer et qui me fera sentir très très puissante et dans mon pouvoir personnel. J'espère que cette petite capsule vous aura aidé. Je pense en faire beaucoup parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai traversé beaucoup de choses. J'ai déjà commencé sur TikTok à faire des partages comme ça, si ça vous intéresse. Mon TikTok c'est Glagla j'ai froid. Et sur Instagram aussi je développe mon compte. Donc voilà, c'est aussi I am glad. Et merci de passer par là. J'ai déjà des superbes retours où j'ai partagé mon parcours de soignante en 2020, avec le divorce de mes parents, tout plein de choses comme ça que je vais continuer à partager et où j'ai vraiment envie que un maximum de personnes voient ça pour s'en sortir, pour aider. Alors n'hésite pas à aller faire un tour par là. Et merci déjà d'être passé par là. Merci, je te fais de gros bisous.